Dès que je parle à une meuf, D'accord. Moi, je craignais que ce soit la dictée de Mérimée, mais en fait... non, non. Bonjour Monsieur le Ministre, Bonjour. c'est la rentrée scolaire. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Nouveau cartable, nouvelle trousse? Alors, pas pour moi, mais j'espère pour beaucoup d'élèves, oui. Quel est votre plus beau souvenir de rentrée scolaire en tant qu'élève? Et je pense que c'est quand je suis rentré en CE1 et que j'ai découvert le football. Donc ça a été une sorte de révélation pour moi. Et c'était une sorte de bonheur immédiat et qui dure depuis. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale depuis environ 1 an et demi. Est-ce que votre vie a changé depuis? Oui, bien sûr. D'abord, vous êtes totalement dédié à ce que vous faites, mais ça n'est pas gênant parce qu'il y a un tel bonheur à agir, tout simplement, qu'en réalité, ça ne pose pas de vrais problèmes. Le plus gros changement pour Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, c'est quoi par rapport à sa vie d'avant? Bah, j'ai moins de transports en commun. Avant, je faisais 1h15 de RER aller-retour tous les jours. Aujourd'hui, je suis tout près de mon bureau. Depuis combien de temps vous voulez devenir ministre de l'Éducation nationale? Ce qui m'a plu depuis assez longtemps, et probablement depuis que j'ai une vingtaine d'années, c'est prendre des responsabilités dans l'éducation. Ça, j'ai toujours su que je voulais être professeur et que je voulais contribuer à l'éducation, pas forcément en étant ministre. En étant recteur, par exemple, ça a été le cas. Les responsabilités dans l'éducation, au sens large, c'est quelque chose qui, évidemment, remplit une vie. C'est quelque chose qui donne du bonheur, tout simplement. Je me suis baladé un peu dans votre ministère, je me suis permis. Hein. Vous avez bien fait. Alors déjà, on tourne ici dans un lab que vous avez mis à disposition des jeunes pour qu'ils viennent créer. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une galerie de portraits. Et il y a tous les ministres qui sont affichés. Alors chacun a son style, hein. On voit toutes les époques. Voilà. C'est quoi le style Jean-Michel Blanquer? Le terme que j'utilise en permanence pour parler de l'école, c'est l'école de la confiance. Et je considère qu'un pays qui va bien, c'est un pays qui fait confiance à son école, qui aime son école. Ce qui me motive, c'est de créer ce lien de confiance, en tout cas de le renforcer, et de créer aussi de la confiance en soi des élèves. Sur ce mur, il y a tous les hommes qui ont été ministres de l'Éducation nationale, et il y a une femme. Oui. Najat Vallaud-Belkacem, celle qui vous a précédé. On l'avait interviewée ici même au ministère, elle nous avait dit, finalement, il n'y a qu'une seule femme ministre de l'Éducation nationale dans l'histoire, parce que l'éducation nationale en France est un levier de pouvoir. On perçoit l'éducation comme un vrai levier de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on n'y a pas mis de femmes. Parce que, malgré tout, on continue à donner le vrai pouvoir aux hommes. Je ne pense pas que l'explication soit que ce soit un levier de pouvoir. Ça pourrait même dire d'une certaine façon le contraire. C'est un lieu qui a sa personnalité propre, qui est justement un petit peu en dehors des jeux de pouvoir habituels. C'est justement ce qu'il faut comprendre quand on devient ministre de l'Éducation nationale. Un conseil des ministres, c'est comme un conseil de classe ou pas? Alors, pas tout à fait, parce qu'un conseil de classe, c'est quand même très tourné autour de l'évaluation des élèves et du travail qu'ils ont fait au cours des mois précédents, alors qu'un conseil des ministres, c'est toutes les semaines et que c'est davantage tourné vers ce qui va se passer ensuite. Mais il y a quand même une ressemblance qui est le côté pluridisciplinaire, c'est-à-dire comme vous avez histoire géo, français, maths, etc. Donc vous avez défense, justice, éducation nationale, etc. Et il doit y avoir une complémentarité, il doit y avoir une cohérence entre tout ça. C'est comme une classe finalement en gouvernement. Un petit peu. D'ailleurs, moi, je dis souvent que la classe, c'est une petite république, au sens où c'est dans la classe qu'on apprend à se respecter les uns les autres, à trouver du bonheur, à ce qu'il y ait de la différence entre les uns et les autres. C'est la rentrée scolaire, donc demain, dans quelques heures, là, les élèves en France vont rentrer en classe. Vous êtes en première ligne. On a été voir des gens dans la rue pour leur demander si d'abord ils vous connaissaient. À quoi il ressemble selon vous, Jean-Michel Blanquer? Aucune idée. Je sais pas moi, un homme d'une cinquantaine d'années. Il doit avoir des lunettes. C'est un très bel homme, sachez-le. Au niveau capillaire, on est comment? Pas très bien. Il doit avoir un petit bouc, comme c'est la mode maintenant. C'est un homme grand à la hauteur de ses fonctions, je pense. Bravo, en effet, bien vu. Pour votre rentrée, qu'est-ce que vous souhaiteriez si vous deviez lui demander une chose à ce ministre? Sachant que j'ai pas d'enfant, du coup... Mais votre rentrée à vous, c'est pas grave. Même si vous avez envie d'avoir un gros cartable, vous avez le droit d'avoir un gros cartable. D'offrir des conditions décentes à tous les enfants pour pouvoir étudier. Bah pourquoi pas un gros cartable alors? Vous voulez un gros cartable? Ouais. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Moad veut un gros cartable. Aidez-le. On n'est plus à l'école. L'augmentation des bourses peut-être. Je crois que ça a déjà quand même été un peu augmenté. Qu'ils arrêtent de changer toujours. Ils sont toujours en train de changer les vacances, les ceci, les horaires, c'est le bazar. Ruben, si tu avais un vœu à formuler au ministre de l'Éducation nationale, ce serait quoi? Que mon cartable soit un peu moins lourd. Il fait de bonnes réponses, Ruben, c'est ça. C'est un sujet qu'on doit faire progresser. Le fait de faire évoluer les manuels scolaires dans le futur avec une dimension papier et une dimension numérique, donc qui permettrait d'amincir les manuels. Le vrai faux de la rentrée 2018, je vais vous donner des propositions, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux pour cette nouvelle rentrée. Est-ce que les élèves qui entreront en seconde cette année passeront le grand oral du bac dans 3 ans? Oui. C'est quelque chose que vous vouliez? Absolument.
Mais c'est pas un cadeau que vous faites aux élèves un peu timides. Si, c'est un cadeau que je fais, un cadeau que nous faisons à tous les élèves et a fortiori aux plus timides, puisque l'idée c'est que justement, puisqu'il y a un tel examen, il faut s'y préparer. Et c'est tout l'esprit du nouveau baccalauréat, c'est de dire qu'en préparant le baccalauréat, vous ne faites pas du bachotage, vous vous préparez à ce qui va vous faire réussir après le baccalauréat, dans l'enseignement supérieur et dans la vie. Et la compétence orale, elle est fondamentale, c'est celle que nous sommes en train d'exercer en ce moment même, et tout le monde doit l'avoir, c'est fondamental dans la vie. On va faire toute une série de choses, développer l'éloquence, développer le théâtre, développer la désinhibition de chacun, et c'est justement très bon pour les timides. L'apprentissage de la Marseillaise en classe de CE2 va devenir obligatoire. Oui, vous la connaissez par cœur, vous, toute la Marseillaise? Non, je ne connais pas tous les couplets. D'ailleurs, je ne demande pas à tous les enfants de France de connaître tous les couplets. Est-ce que c'est important de chanter la Marseillaise quand on est français? Quand on est joueur de foot, par exemple, vous parliez de football tout à l'heure. Bien sûr, vrai. Vous savez, j'ai aussi vécu à l'étranger, j'ai beaucoup vécu en Amérique latine, dans différents pays du monde. Ce qui est très frappant, c'est que ce sujet-là n'est un problème nulle part. C'est-à-dire que c'est la chose la plus naturelle du monde, tout simplement parce qu'on est heureux d'être du pays dont nous sommes les ressortissants, et c'est normal de l'affirmer au travers d'un chant. Il se trouve qu'on a en plus un des plus beaux hymnes qui soit. Et vous citez l'équipe de France de football, il était très bon de voir les joueurs la chanter, il était très bon de voir Griezmann dire « Vive la République, vive la France », parce que c'est simple, c'est naturel. Vive la France et vive la République! Ça va être la fin des heures de colle et des sanctions à l'école, c'est vrai ou c'est faux? Faux. J'ai simplement dit que nous allions faire évoluer les sanctions, tout simplement parce que toute sanction, lorsqu'on est enfant ou adolescent, doit être une sanction qui apporte quelque chose. C'est aussi ça l'école de la confiance. C'est pas la sanction pour la sanction, mais la sanction qui vous fait progresser. Le ministre de l'Éducation nationale a déjà été collé dans sa vie? Hélas, oui. Beaucoup? Peu, non, mais ça lui est arrivé. Les téléphones portables, vrai ou faux, vont être interdits à la rentrée jusqu'au lycée? Alors, vraie interdiction du téléphone portable jusqu'au lycée non inclus, donc école, collège, et la loi donc, qui a été votée offre la possibilité au lycée de le faire s'il le souhaite. Nous voulons une protection de nos élèves contre les aspects négatifs du numérique, et notamment contre l'addiction aux écrans. La création de ce cadre de confiance est au service de l'ambition, c'est-à-dire d'enseigner avec le numérique et enseigner le numérique. Donc on va éduquer maintenant les nouvelles générations en classe à se servir des outils numériques. Tout à fait, et à avoir une connaissance approfondie. Par exemple, l'histoire de l'informatique, c'est très important. Le codage, c'est fondamental. Il y a, pour la première fois en France, une discipline qui va naître au lycée, à la faveur de la réforme du baccalauréat, qui s'appelle sciences informatiques au pluriel, et qui va permettre 4 heures en première, 6 heures en terminale, de vraiment se spécialiser sur les sujets du numérique. Nous rentrons dans une nouvelle civilisation technologique, et que le grand enjeu, c'est comment est-ce que dans ce monde de plus en plus technologique, nous pouvons quand même avoir un monde de plus en plus humain. Est-ce que vous pourriez passer une journée sans téléphone portable? Oui, absolument. Et je l'ai un peu fait cet été. Et il y a 2 choses que j'ai faites. 1, j'ai pas bu de café. Et 2, je n'ai pas consulté mon téléphone portable autrement que tôt le matin et tard le soir. C'est vrai que vous vous sentez bien. Dernier vrai faux, il va y avoir des dictées quotidiennes à l'école. Vrai. Aujourd'hui, vous avez plus de 20% des enfants qui ont de graves lacunes en français en sortant de l'école et qui vont continuer à les avoir ensuite au collège. C'est grave, c'est à la source des inégalités sociales. La maîtrise de la langue est le socle de tout le reste. Vous savez, notre plus grande richesse à nous tous les Français, c'est d'abord et avant tout notre langue. Cette langue est très belle, c'est une langue assez fine, avec beaucoup de subtilité. Et cette subtilité n'est pas un problème, elle est au contraire un atout, parce que c'est ce qui ensuite structure nos manières de raisonner. Et ce qui nous permet, je l'espère, d'être subtil dans la vie. L'exercice quotidien de la dictée vous permet d'entrer progressivement dans cette subtilité. Et là, vous faites peur à tous ceux qui nous regardent. Une dictée quotidienne? Non, parce que... Vous aimez bien, vous, les dictées? Oui, la dictée peut être très amusante. Ça veut dire que si je vous propose de faire une dictée maintenant, vous acceptez? Je l'accepte parce que vous me le demandez, je n'y tenais pas particulièrement, mais je peux le faire. Moret. Moret. Je suis grillé ou quoi? Point d'interrogation. Ok. Dès que je parle à une meuf. D'accord. Moi, je craignais que ce soit la dictée de Mérimée, mais en fait... Non. Ceci, cela. La ponctuation, je l'imagine. Vous la faites à votre convenance, parce qu'il n'y en avait pas vraiment à la base. D'accord. Ceci, virgule, cela. Ah, virgule, vous voyez. Oui, là, il y en a une. Tu fais ci, t'as plein de meufs. On t'a vu, je connais, elle, wesh, point d'interrogation. Écoutez, vous ne vous sentez pas trop mal, monsieur le ministre. Il y a juste le premier mot. Oui, mais je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. Je vous rassure, moi non plus, je ne savais pas avant de faire la dictée. Et c'est quoi? Moret, ça s'écrit M-O-2-R-A-Y.
Et moré, ça veut dire jeune homme dans le langage. Ah bon, alors pour le coup, je trouve que c'est une innovation, c'est beaucoup plus joli que bœuf. Je l'ai fait parce que vous me le demandez, mais j'encourage une certaine qualité du vocabulaire chez les enfants. C'est un texte de rap. Est-ce qu'on peut enseigner du rap à l'école? Écoutez, pourquoi pas, il y a rap et rap. Ouais. Je pense que ça n'est pas bon, notamment à l'école primaire, de vouloir courir après la mode et de vouloir que les enfants s'expriment en argot. Ils ont largement de quoi être confrontés à l'argot dans leur vie personnelle, dans la cour de récréation, etc. Les enfants ont besoin de comprendre qu'il y a des registres de langage différents. Maintenant, si on parle musique, je pense que c'est important aussi que les musiques auxquelles les enfants vont de toutes les façons entendre dans leur vie personnelle, c'est pas nécessairement celle-là qu'on a le plus à promouvoir dans le cadre de l'école. Alors c'est un texte d'un rappeur, c'est un texte de Booba. Vous n'avez pas réagi sur la polémique des deux rappeurs au début du mois. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux rappeurs qui se battent et qui donnent cet exemple aux jeunes? Que dire sinon condamner la violence? C'est absurde. Toute violence est condamnable. Et celle-là, peut-être encore plus que les autres, parce que ce sont des rappeurs qui sont regardés par la jeunesse, donc ils envoient un message qui est totalement négatif. Je crois qu'ils ont commencé à dire qu'ils regrettaient, et donc c'est une très bonne chose. Et peut-être qu'on peut faire d'un mal un bien, c'est-à-dire que si grâce à cet événement, enfin à la faveur de cet événement, si je puis dire, il pouvait y avoir un message de non-violence qui passait au travers du rap, ce serait une bonne chose. Vous allez faire la rentrée en musique, c'est-à-dire que tout le monde vient dans les classes. Ça peut être des parents d'élèves, ça peut être des professionnels qui viennent chanter avec les élèves. Oui, le but, c'est là aussi de traduire cette école de la confiance. C'est de dire que le jour de la rentrée doit être un jour de bonheur. Vous savez, traditionnellement, on a toujours des enfants qui pleurent le jour de la rentrée. Moi, j'aimerais être le ministre de la diminution des larmes, d'arriver à ce que tout simplement les enfants soient heureux d'aller à l'école, parce que ça existe et qu'on peut être heureux d'aller à l'école. Et la musique est essentiel. C'est pas un gadget, la musique est au cœur de la vie. On va parler d'orientation rapidement, Parcoursup. C'est aussi en ce moment pour certains un problème. On a été voir des jeunes dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient de Parcoursup. Je pensais qu'au début ce serait un peu le bazar, mais au final en attendant un peu une semaine, 2 semaines, on se rend compte que en fait, ça va plutôt vite, les places elles se libèrent rapidement. En gros les premiers vœux, une fois qu'on était accepté, tout s'effaçait. Du coup comme là il s'efface plus, il y a des listes d'attente genre énormes et c'est une grosse dose de stress. Enfin regarder tous les jours ton classement avancé, c'est pas fou quoi. Moi j'ai pas vraiment eu de soucis, franchement c'est plus par rapport au dossier et tout ça. Si le dossier est plutôt correct, il n'y a pas vraiment une attente interminable. J'avais postulé à une fac de bio et c'était le seul truc que je voulais faire et j'ai été 996, mais il y a une fille dans ma classe, elle était exactement comme moi et ils lui ont dit t'es accepté en fac de bio que si tu fais une remise à niveau. Donc ça veut dire qu'ils n'ont absolument pas regardé les dossiers et que c'était n'importe quoi. Ce que Parcoursup a permis, c'est qu'on commence à examiner les dossiers. Peut-être que c'est fait de manière imparfaite cette année, je veux bien l'entendre, mais auparavant c'était carrément pas le cas. Donc ça n'était le cas que dans certaines filières sélectives. Aujourd'hui on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, dans quelque chose de beaucoup plus humain, puisque il y a eu un suivi toute l'année par un deuxième professeur principal en terminale, donc un conseil beaucoup plus personnalisé aux élèves. Mais juste rapidement, quand des commentateurs disent que 165 000 étudiants ne savent pas ce qu'ils vont faire dans quelques heures. Non, ça n'est pas vrai. Sur ces 165 000, vous en avez environ 150 000 qui en réalité correspondent à des chiffres qu'on a eu toutes les années précédentes et qui existeront toujours, c'est-à-dire des personnes qui ont trouvé autre chose autrement que par Parcoursup. Ça vous énerve pas quand on dit que vous êtes de droite ? Si, ça peut m'énerver. Non, ça m'énerve parce que alors, je sais bien qu'on dit que quand on est ni de gauche ni de droite, c'est qu'on est de droite. Mais donc, de ce fait, peut-être le suis-je. Mais j'ai toujours été très gêné par ce clivage. Alors, on est presque à la fin de l'interview. On va passer au que oui, que non. Vous devrez répondre oui ou non aux propositions que je vais vous faire avec le que devant. Est-ce que vous avez déjà eu 0 à l'école ? Que oui. Beaucoup Non, c'est comme les heures d'école. mais je sais ce que c'est. Est-ce que vous avez déjà triché à l'école ? Que non. Jamais. Ou alors, j'ai oublié. D'accord. Est-ce que vous avez déjà signé dans le carnet de correspondance à la place de vos parents ? Alors, j'ai fait pire. Oui. Je n'aimais pas aller à la piscine quand j'étais petit et j'ai prétendu que le professeur de natation était malade, peut-être même mort, je ne sais plus. Et donc, pour ne plus y aller, mais ça a été découvert assez vite. Et donc, je suis allé encore plus à la piscine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en 10 secondes l'écriture inclusive ? C'est une volonté de prendre en compte davantage le genre féminin dans l'écriture, quelque chose qui peut être positif, c'est tout à fait normal de faire évoluer la langue pour, par exemple, féminiser certaines fonctions, donc je suis pour à ce titre, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, va trop loin et devient contre-productif quand ça vient affecter la ponctuation en particulier. Nous avons déjà beaucoup à faire pour que tous les enfants de France maîtrisent bien la langue française. Ce n'est pas pour aller introduire des complexités qui, à mon avis, font pas spécialement avancer la cause du féminisme. Je me considère comme féministe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre monde pour la cause des femmes
mais que ça passe pas par le fait d'écrire .e.s. Que oui, que non. Est-ce qu'il faut supprimer les notes à l'école? Que non, être capable de se situer dans une échelle, vous savez, les enfants aiment ça en fait. Quand ils font des jeux vidéo, quand ils font du sport, ils sont sans arrêt dans l'auto-évaluation, dans des points de repère qu'ils essayent de dépasser. Et donc il faut simplement dédramatiser. Que oui, que non. Est-ce que vous pourriez aller manger au resto avec Donald Trump? Oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec la politique de Donald Trump, mais si ça pourrait contribuer à améliorer cette politique, je le ferais bien volontiers. Pour terminer l'interview, c'est la dernière séquence, on fait toujours la question qui tue. C'est-à-dire qu'on vous tutoie. Si ça vous dérange pas, vous avez le droit de refuser qu'on vous tutoie. Eh ben, je refuse. Vous refusez? Oui, tout à fait. Justement, c'est une question que je me pose dans cette nouvelle saison. Est-ce que c'est un manque de respect de tutoyer des personnages publics, politiques? Oui, je pense, oui, tout à fait. Et bien pourquoi? Parce que justement, c'est une des subtilités de la langue française. J'en parlais tout à l'heure. C'est beaucoup plus simple d'avoir une langue où vous dites que tu, ou une langue où vous dites que vous. Enfin, une langue où il n'y a qu'une seule manière de s'adresser à l'autre. Mais en même temps, c'est une richesse formidable d'avoir cette distinction. Et peut-être que si on va passer un week-end ensemble ou un mois et on va commencer à se tutoyer, parce que justement, il va commencer à y avoir une subtilité de la relation. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a plusieurs connotations du tutoiement. Si vous êtes dans la connotation un peu révolutionnaire, républicaine, ça fait sens. Citoyen, comment vas-tu? Et ça, c'est pas du tout du manque de respect. Quand vous êtes ministre, vous incarnez quelque chose qui me dépasse, qui dépasse ma petite personne. Et de ce point de vue-là, je dois faire respecter ma fonction. Et par exemple, il est très important de vous voyer les professeurs. Et si on se met à tutoyer le ministre de l'Éducation, est-ce qu'on va pas se mettre à tutoyer tous les professeurs? Vous voyez, donc je pense c'est une vraie question que je me pose et je pense qu'on fera plus ça dévouer. Bravo. Voilà. Bon, j'ai contribué à quelque chose. Merci à vous en tout cas, Monsieur Blanquer, de nous avoir reçus, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous nous recevrez l'année prochaine pour une nouvelle interview de rentrée 2019? Avec plaisir. C'est un moment très intéressant que je viens de passer grâce à vous. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, juste, on fait toujours faire une photo à l'invité. Faut appuyer longtemps. Voilà. C'était la première interview de l'année. Dans les commentaires, mettez une note au ministre de l'Éducation nationale. C'est vous les profs aujourd'hui, alors mettez-lui aussi une appréciation. Bon, moi, en tout cas, je me mets un petit 20 sur 20. Je pense que j'ai été pas mal. Abonnez-vous à notre chaîne, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.